Pèlerin d'espérance, je me marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières, je me lève et laisse tomber mes... Bien, bonjour, honorable Marie-Paul Charette-Poulain. Bonjour, Dominique. On est heureux de vous recevoir dans le beau studio de la télévision diocésaine. Ah, c'est ma joie et mon honneur. Et justement, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue qu'on va effectuer avec vous. Pendant notre préparation, vous m'avez dit que vous ne croyez pas à la retraite et quand on regarde... Pas du tout. Pas du tout, le nombre de vos engagements, on en est convaincu. Vous êtes actuellement parlementaire honoraire en résidence à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Oui, et voici le dépliant de tous les beaux programmes. Voilà, et en fait, quelles sont vos fonctions, la fonction principale? Comme on dit, everything except the windows. OK. Je suis concentrée surtout sur les partenariats et domestiques et internationaux, le recrutement, la philanthropie. Je trouve des présentateurs exceptionnels pour les étudiants. Oui. Et je rencontre beaucoup les étudiants individuellement et les professeurs. Bon, ça peut occuper vos journées, ça. Oui. Oui. Savez-vous ce qui est très intéressant? Par exemple, l'année dernière, le sénateur général Roméo Dallaire Oui, est venu nous parler. Ça a été extraordinaire. Oui, c'est un homme... Le mois des Noirs, je suis allée Oui. chercher ce qui était à ce moment-là Oui. le président de la Chambre des communes. Oui. Alors, je suis très chanceuse. C'est un travail beaucoup dans les relations, les communications. Oui, Voilà. oui. Notre entrevue va se dérouler sur 2 émissions, vous le savez, qui s'effectuent dans le cadre des émissions intitulées Gens d'ici. Et même si vous vivez, on le sait, à Ottawa depuis de nombreuses années, vos racines profondes, vous en parlez dans votre livre, se trouvent ici, à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. S'y trouve une grande famille, la vôtre d'abord, mais je dirais celle aussi des Franco-Ontariens. Ah oui. Et hier, vous avez participé pour cette raison et à titre aussi d'ancienne sénateur du nord de l'Ontario, à diverses activités qui ont entouré la fête du 50e Oui. du drapeau franco-canadien. Je suis très... Franco-ontarien, pardon. Je me trouve bénie d'avoir eu la chance de naître à Sudbury, de vivre à Sudbury, d'étudier à Sudbury, de travailler à Sudbury. C'est tellement une ville cosmopolitaine, une ville culturelle, une ville d'éducation, une ville, moi je trouve, qui nous apprend à oser. Oui. Alors c'est intéressant parce que pour préparer cette entrevue, je suis passé même plus que ça. J'ai lu, je peux vous dire peut-être 2 fois votre biographie. C'est une bonne boussole pour notre entrevue et elle est très instructive. Et je disais justement à votre mari avant notre rencontre de ce matin que je sais que ce n'est pas un adjectif qui va avec le mot biographie, mais c'est une biographie généreuse dans le sens que vous associez à votre parcours personnel une multitude de gens, et ça va jusqu'à des gens, même Ronald Casa, un ancien étudiant, mais vous parlez aussi avec beaucoup de générosité des gardiennes de vos filles, Oui. donc c'est intéressant de ce côté-là, Mais vraiment. Fred Langen, qui est journaliste Oui. au Globe and Mail, a écrit la biographie. Quand il m'a appelé pour me demander s'il pouvait écrire ma biographie, j'avais dit non et j'avais raccroché le téléphone. Ah. Et quand j'ai dit à Bernard, peux-tu t'imaginer, Fred Langen m'a appelé pour qu'il écrive ma biographie. Et il m'a répondu, tu le rappelles, il va écrire ta biographie. Mais j'ai C'est dit, exactement pourquoi? ça, parce que votre mari m'a dit ça il y a quelques minutes. Mais oui, Voilà. mais j'ai dit Ouais. pourquoi? Parce qu'il a dit, je pense que tu as des histoires qui vont influencer et des jeunes hommes et des jeunes femmes. Oui, Ça a et été puis, la motivation. c'est un livre un peu sur notre société un peu d'avant, sur la politique d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses.
Vous êtes connu dans le milieu, bien sûr, pour deux raisons principales. D'abord parce que vous avez été directeur, fondateur de la Radio-Canada à Sudbury. On va fêter son 50e anniversaire en 2028. Oui. Certainement qu'on vous verra là. Et bien sûr, J'espère. ben, nous l'espérons. Et on peut dire qu'après avoir observé la vie politique d'une façon non partisane pendant quasiment 20 ans, Ouais. vous êtes nommé en 1995 sénateur. Et là, vous allez, on pourrait dire, être projeté dans l'arène politique. Pour le meilleur et malheureusement aussi pour le pire, ça va être l'objet de notre rencontre, la deuxième entrevue. Commençons par le commencement. Vous êtes né un 21 juin. Oui. On pourrait dire à l'apogée du solstice d'été, et certains diront, peut-être malicieusement, que vous êtes né sous les auspices d'une belle et grande étoile. Oh, que c'est beau. Mais c'est quand même la journée la plus longue de l'année. Voilà. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, le 21 juin, c'est maintenant la journée des Autochtones. Bon. Et c'est la journée des Autochtones parce que quand M. Chrétien a décidé qu'il voulait avoir une journée des Autochtones, son ministre des Affaires autochtones, Ron Irwin, de Sault-Sainte-Marie, est venu me voir. Il a dit, Marie, we'd like to have an Aboriginal Day. We don't want it to be a government bill. We want it to be a private bill in the Senate, and we're giving you the project to manage. C'était un sacré beau projet. Mais ça. c'était un beau projet. Oui. Je venais d'arriver comme sénateur. Oui. Alors, je suis allée voir le président du Sénat, qui était à ce moment-là Gil Mulgat de Winnipeg, Oui. un franco-manitobain. Et j'ai dit, Monsieur le Président, je ne sais pas quoi faire. Je viens d'arriver. Il m'a dit, je vais vous aider. On va faire une réunion avec les sénateurs autochtones. Il y avait à ce moment-là 4 sénateurs autochtones sur 105. On a commencé à se réunir automatiquement. On demandait de l'argent, gna, gna, gna. Le ministre m'avait dit « no money ». Oui. Alors, j'avais dit « OK, let's agree. It will be on the 21st of June. Voilà. It's my birthday. Bon. Longest day of the year. » Alors, vous voyez que Et- c'était une belle question, ça. Aujourd'hui, quelques semaines plus tard, ça s'était jamais vu, la législation privée parrainée par, Ouais. par les Autochtones Oui. dans le Sénat est allée ensuite à la Chambre des communes. Oui. Quelques journées, c'est passé. C'est passé. Puis on a fêté le 21 juin 1996, la D'accord. première journée. Oui. Ben, on va revenir à Sudbury. Vous faites Oui. partie, que ce soit du côté de votre père ou du côté de votre mère, des familles les plus anciennes de Sudbury et de la région. Oui, oui. La famille Charette et la famille Ménard. Et la famille Charette, quand même, c'était une famille de nombreux enfants, 13 enfants. La famille Ménard, c'était 5 filles. Et j'ai été choyée d'avoir des racines aussi fières d'être francophone, aussi fière d'être du nord de l'Ontario, puis aussi fière que de pouvoir travailler dans le nord de l'Ontario. Et c'était 2 familles pour qui l'éducation était Oui, très on importante. va en parler. Peut-être une autre question. Vous avez vécu, vous le dites, à Sudbury jusqu'à l'âge de 21 ans. Oui. Après, vous allez continuer des études à Montréal. J'ai envie de vous demander, vivre à Sudbury dans les années 50, début des années 60, ça ressemblait à quoi, ça? C'était un village international. On était 3-4 familles francophones sur notre rue Drinkwater, qui est maintenant la rue Paris. La famille Desmarais, la famille La Flamme, la famille... je ne me souviens plus de leur nom, pardon, et nous, les Charrettes. Ensuite, des Italiens, des Finlandais, des Chinois, Oui, des Allemands. oui. Ça a été extraordinaire comme bain. Et comme enfant, qu'est-ce qu'on faisait à la fin de tous les jours et tous les samedis, tous les dimanches? On jouait au baseball dans une grande plaine sur la Tous rue. les groupes confondus. Tous les groupes confondus, et garçons et filles. Voilà. Bon, ben ça, c'était formidable, ça.
Il y a un passage dans votre biographie qui m'a vraiment intéressé. Ça se trouve page 11. Je ne vais pas ouvrir le livre, il est là. Mais je lis la citation. D'ailleurs, il y aura une diapositive dans le diaporama qu'on va monter. Mon père chérissait un rêve. Il voulait que les francophones soient en mesure de naître, de s'instruire, de travailler, de recevoir des soins et de mourir en français. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'est tellement impliqué avec, par exemple, dans le milieu de la santé, pour avoir des médecins francophones, un hôpital francophone. Oui. Il s'est impliqué en éducation. Il s'est impliqué avec la Fondation des caisses populaires pour que les francophones aient accès à du crédit. Il s'est impliqué avec la Fondation de la coopérative funéraire. Mais en plus de ça, je lui ai toujours dit, papa, si vous n'aviez pas autant donné de votre temps, savez-vous que comme entrepreneur, vous auriez été pas mal plus riche? Voilà, oui, mais en même temps, c'est un exemple de quelqu'un qui a donné beaucoup de sa vie pour les autres. Et ça a été un exemple pour mes frères et moi. Oui, d'accord. Et votre mère aussi a été engagée d'une autre façon, sans doute. Oui, mais... avec la paroisse, c'était avec la paroisse Sainte-Anne, très engagée, et aussi dans le milieu d'éducation. Voilà. Vos parents, justement, on parle d'éducation, ont accordé beaucoup d'importance à l'éducation de leurs 5 enfants. Diriez-vous que ils vous ont donné la chance de faire des bonnes études secondaires, d'aller à l'université, à une époque où les jeunes filles, en général, ne faisaient pas vraiment de longues études? On était surtout préparés à devenir mère de famille. Alors, quand j'ai exprimé un intérêt pour faire des études secondaires en français, mes parents m'ont envoyé comme pensionnaire à l'Académie Sainte-Marie à Hillerbury. J'ai adoré être pensionnaire pendant 5 ans. Premièrement, j'ai découvert le monde des filles parce que j'avais 4 frères. Je ne connaissais vraiment pas l'environnement des filles. Mais deuxièmement aussi, les religieuses ont été extraordinaires. Elles formaient les filles pour devenir des professionnels. Donc, dans ma 13e année, nous avons presque toutes les filles ont continué des études universitaires. Mes études universitaires, je les ai payées moi-même. J'ai travaillé à temps partiel pendant les études et tous les étés. Oui. En parlant d'études, justement, ça c'est aussi intéressant dans votre biographie. Nous sommes au début des années 60. Vous commencez des études à l'université Laurentienne, qui est toute jeune, vraiment. Et vous rapportez une anecdote qui en dit long sur le statut de la femme encore à cette époque. Ah, oui, oui. J'étais en train d'écrire un examen, puis je me souviens encore, un examen de philosophie. Et j'étais extrêmement tendue. Nerveuse, oui, je suis encore très nerveuse avec les examens à l'université. On l'est tous. Alors, j'étais en train d'écrire et tout à coup, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Et c'était le professeur qui m'a dit, « Voyons, Marie-Paul, pas besoin de s'énerver. On sait que tu es ici pour te trouver un mari. Inquiète-toi pas. » Mais ça a été la personne qui m'a mis le feu dans l'âme pour réussir aux études. Jamais, 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 j'aurais porté autant d'attention à la préparation d'examen, la préparation de dissertation, et j'ai été diplômée, à ma grande surprise, magna cum laude. Et c'est à cause de ce professeur. Finalement, il vous a rendu un peu service. Très, il m'a donné le plus beau cadeau. Et quand j'ai été diplômée, magna cum laude, il est venu à moi le jour de la graduation et il m'a dit, « Marie-Paul, je voudrais m'excuser. J'ai sous-estimé vos intentions. » Et j'ai répondu, « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Oui. Bon, vous quittez alors Sudbury pour vous rendre ensuite à Montréal pour faire d'autres études. Vous allez obtenir une maîtrise en travail social. Vous allez réaliser assez rapidement que ce n'est pas véritablement le domaine dans lequel vous allez travailler. Et alors, ça c'est intéressant dans votre biographie, un peu par hasard, certains parleront peut-être du destin, vous apprenez que Radio-Canada et CBC est à la recherche d'une recherchiste intervieweur et vous obtenez l'emploi. On est en 1973. C'est une année pour votre vie charnière, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
au plan personnel, c'est que j'ai été embauchée pour une émission de télé, Oui. recherchiste intervieweur. Et quand j'ai refusé d'avoir une relation, disons, intime avec le réalisateur, je suis revenue au bureau et j'avais été mise à la porte. J'ai pas dit un mot. Je suis allée à la salle de bain et je me suis mise à pleurer. Et encore une fois, je me suis fait taper sur l'épaule. Et c'était l'adjointe à la production qui m'a dit tout simplement, « Vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. » J'ai dit merci. Et là, le mot s'est passé. Et le directeur de la station de radio a appris que j'étais disponible et il a pris le temps de m'appeler pour me dire qu'il y avait un poste de recherchiste disponible à la radio. Ah, voilà. Et quand je suis entrée pour l'entrevue avec le réalisateur, je suis tombée en amour avec la radio publique. La senteur, les bruits, les discussions entre les membres de l'équipe m'ont fascinée. Oui. On peut dire aussi que vous avez rencontré votre mari. Bien, je suis demeurée recherchiste. Oui. J'ai été nommée réalisateur. Et en tant que réalisateur en 1976, on m'a donné la responsabilité d'une émission de 14 h à 18 h, émission quotidienne, 5 jours semaine. Alors, j'ai développé un projet de développement d'un magazine radiophonique. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on m'a donné un budget. J'ai embauché 4 recherchistes intervieweurs, dont Bernard. Et ça faisait déjà quelques semaines qu'on travaillait. Puis on travaillait même la fin de semaine, parce que c'était un gros projet. Et il m'a appelé un vendredi soir pour aller à un concert avec lui. Et je lui ai dit que je ne sortais pas. Avec ses employés. Avec mes collègues. Je ne sors pas avec mes collègues de travail. Et le lundi matin, je suis arrivée au bureau. Il y avait une enveloppe blanche sur le bureau. J'ouvre l'enveloppe et c'est sa lettre de démission. Alors, je m'en vais dans la salle où étaient les recherchistes et je dis, « Bernard, est-ce que je peux te voir dans mon bureau, s'il vous plaît? » Je reviens à mon bureau. Je suis assise, lui est debout devant moi et je lui dis, « As-tu vu nos codes d'écoute? Tu ne peux pas passer, tu ne peux pas quitter. » Et il me répond, « Bien voyons, Marie, il faut que je quitte. J'ai l'intention de te marier un jour. » Et c'est ce qui va se faire. Et il a tourné de bord et il a quitté. Bon, voilà. En 1978, vous devenez directeur fondateur de la station Radio-Canada. Peut-être rapidement, peut-être quelques souvenirs de cette période qui a été une période importante pour vous. Ah, ça a été une période magique. Premièrement, il n'y avait même pas une plume. Les lettres d'appel étaient CBXS. Alors, ma première chose, c'est que ça n'a pas de bon sens. Ce sont des lettres d'appel auxquelles on ne peut pas s'associer. Alors, j'ai développé CB Ontario Nord, ce qui faisait « c'est bon ». C'est bon. Et à ma grande surprise, le gouvernement fédéral a accepté de changer les lettres d'appel quand ils ont appris l'histoire. J'ai commencé en janvier. J'ai accouché de notre deuxième fille au mois de mars. 3 jours plus tard, j'ai continué à travailler et on a ouvert la station le 19 juin 1978. J'avais une belle équipe. Mon meilleur souvenir, c'est la qualité de l'équipe, la qualité du travail d'équipe, la qualité de collaboration entre les différents professionnels et aussi l'ouverture à la communauté. On a mis sur pied une émission qui s'appelait TNT, Tout le Nord en tremble. Et on avait été chercher des correspondants, étudiants et étudiantes, dans toutes les écoles secondaires du Nord de l'Ontario. Dans le Nord de l'Ontario. Le collège Notre-Dame était impliqué. Ah, très impliqué. Et toutes les écoles secondaires aussi. Et on n'avait pas d'argent. On avait fait faire des cartes d'affaires pour les correspondants étudiants. Ils étaient très fiers. C'était écrit « correspondant de CBON ». Et les cotes d'écoute ont pété. On a été la radio numéro 1 à Sudbury de toutes les stations privées, même si on était la radio publique. Ça a été fantastique. Et donc, vous allez y rester 5 ans. En 1983, vous quittez Sudbury, vous devenez cadre dans cette société d'État avec, j'allais dire, le titre vice-présidente et secrétaire
du comité d'administration Radio-Canada CBC. En deux mots, parce qu'on n'a pas trop de temps, les fonctions changent là peut-être, Oui. non? Alors, j'ai eu 3 fonctions comme vice-présidente. Oui. Premièrement, la responsabilité de toutes les stations régionales au pays. Il y a quand même 12 stations de radio, 10 stations de télé régionales de Moncton à Vancouver. C'est un réseau unificateur Oui, extraordinaire mais en même pour temps, c'est un notre travail pays. qui est où vous êtes Oh, toujours... oui, j'ai été sur la route pendant 5 ans. Voilà. Ensuite, M. Junot m'a invité à devenir VP secrétaire général et je travaillais donc main dans la main avec les membres du conseil d'administration. J'ai beaucoup aimé Oui, l'expérience. Et ensuite, avec le président qui a remplacé M. Junot, il m'a demandé de prendre la responsabilité des ressources humaines et des relations industrielles. Oui. Nous avions à ce moment-là 33 syndicats. Mon Dieu. Et je connais, j'ai dit pourquoi, c'est pas mon domaine. Il m'a dit, ah, j'ai appris que vous connaissez beaucoup de présidents Voilà. de syndicats. Et ça marche comme ça aujourd'hui aussi. Oui. Et c'est toujours les relations Ou les personnelles. relations. On va rester un instant sur la carrière. Votre carrière va se poursuivre. Pour une question peut-être un petit peu plus personnelle, on dit souvent, à juste titre, on ne le dit plus autant aujourd'hui, pour différentes raisons, que derrière chaque grand homme se cache une femme. Nous ne pourrions pas dire aussi que derrière une femme qui a le parcours professionnel que vous avez, s'est caché un homme, et on pourrait dire aussi 2 filles. Moi, je dirais que mon mari, qui porte le nom de Poulain, Oui. et moi, je suis Charrette, il a tiré, il n'a pas poussé. Oui. Il a tiré. À chaque fois que j'avais une nouvelle occasion de travail, il m'a toujours dit, fantastique, Marie, t'es capable, vas-y, Donc, prends le risque. un soutien inconditionnel. Incroyable, Voilà. un encouragement. Et le papa un peu à la maison aussi. Ben, il a toujours eu son atelier de travail Oui. à la maison pour que les filles qui revenaient de l'école, nos filles, Hélène et Valérie, revenaient de l'école et elles faisaient leurs travaux, leurs devoirs scolaires par terre dans l'atelier de Bernard. Ah oui, d'accord. On aura l'occasion de revenir sans doute sur cette partie de votre vie là. Vous quittez Radio-Canada en 92, peut-être rapidement dans quelles circonstances? Parce que vous étiez vraiment à l'aise, contente. J'étais mariée à Oui. Radio-Canada. Vous étiez mariée à Je Radio-Canada. m'étais même fait offrir une très belle position par Baxter Ricard pour devenir le PDG de toute son entreprise. Oui. Et j'avais refusé au début des années 80. Voilà. Alors, à qu'est-ce qui vous Sudbury. a Parce que j'aimais tellement la radio publique, la télé publique. Oui, mais vous êtes parti quand même là. Donc, Mais j'ai quitté parce que je suis arrivée au bureau un jour, il y avait une enveloppe brune. Et c'était les bonus de tous les VP qui étaient au même niveau que moi. Nous étions 7. J'étais la seule femme. Et mes collègues recevaient 15 000 $. On était en 1992. Et moi, je recevais 6 000 $. oh mon Dieu, oui. Et je suis allée voir donc le VP exécutif et j'ai dit, je comprends pas. Et il m'a répondu, come on, Marie, we know you're just the cheerleader. Bon. Alors, je me suis levée tranquillement, je suis allée à la porte, il m'a dit, come on, Oui. Marie, we can talk about this. Et j'ai dit, Voilà. Michael, I have to go buy my pom-poms. Et je suis revenue Oui. dans mon bureau et j'ai appelé Bernard Oui. et j'ai dit, je suis obligée de quitter ma famille. Quand même, votre carrière n'est pas finie. 3 mois après avoir quitté la société d'État, vous vous retrouvez au bureau du conseil privé au sein du gouvernement de Mulroney. Vous devenez un haut fonctionnaire. Oui. Quelle était, premièrement, peut-être la question, qu'est-ce que c'est que ce bureau-là? Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Le bureau du conseil privé, c'est vraiment le bureau qui coordonne la bureaucratie de tous les ministères. Et donc, le greffier, c'est le grand patron de Oui. tous les fonctionnaires. Et je suis devenue à ce moment-là secrétaire au cabinet pour les communications, comme de raison. Oui. Et on m'a donné la responsabilité de toutes les communications de tous les ministères. Et je travaillais main dans la main avec les directeurs de communication. Et le greffier va vous donner, durant le temps où vous êtes
Sous-secrétaire, oui. oui. Il m'a donné un beau cadeau. Un beau cadeau. Il m'a donné un beau cadeau. Il m'a donné la gestion du projet du livre de départ du premier ministre Brian Mulroney. Et donc, j'ai dû préparer, à la demande du greffier, un livre avec tous les dossiers à succès que le premier ministre avait. Donc, plusieurs, Oui. un très beau livre. Oui. Et j'ai travaillé donc directement avec tous les sous-ministres et avec le premier ministre lui-même. Voilà. Et il m'a même dit à un moment donné, « Oh, vous avez vraiment, là, vous êtes exigeante. » Parce que j'ai refusé qu'il y ait un commentaire politique dans le livre. Oui. Je lui ai dit, « Monsieur Mulroney, c'est un livre pour vos accomplissements via les ministères. » Via Et les il a ministères. accepté. On a D'accord. beaucoup ri. C'était un homme Oui. vraiment très plaisant Oui. avec qui travailler. Vous allez terminer, j'allais dire, votre carrière De en tant fonctionnaire. que fonctionnaire par une nouvelle tâche, on pourrait dire, de 93 à 95. Vous devenez PDG fondateur d'une agence quasi-judiciaire pour les entrepreneurs autonomes du Canada. Alors ça mérite un peu d'explication parce que moi-même, en lisant, je n'ai pas trop compris ce que c'était dans le livre. La législation, le statut de l'artiste, facilitait une agence qui permettait aux entrepreneurs autonomes dans le milieu culturel de s'associer ensemble pour négocier. Et c'est l'agence que j'ai fondée. D'accord. Bon, ben, l'émission, je dirais malheureusement, se termine. Juste pour introduire la prochaine, vous êtes nommé en 1995 sénateur pour Jacques Chrétien. Oui. Ça va être l'objet de notre prochaine rencontre. On va vous découvrir comme politicienne. En attendant, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'être venu nous rencontrer pour cette entrevue. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde. Ah, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment une joie de placoter avec vous, Dominique. Ah, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière.